Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Détroit, hiver 2009. Le vent hurlait entre les immeubles, sifflant comme un avertissement glacial à quiconque oserait encore traîner dehors. Le ciel, bas et lourd, semblait prêt à s'effondrer. Les rues étaient couvertes d'un manteau de neige sale, tassé par les rares pas qui les arpentaient encore. Les vitrines étaient vides, certaines brisées, d'autres couvertes de papier jauni, vestiges d'un commerce passé. Ici, les rires avaient déserté. Même les moteurs, autrefois cœur battant de la ville industrielle, ne chantaient plus. Il ne restait que le silence, et le froid. Entre les ombres et les flocons, une petite silhouette avançait à pas lents. Lina Cooper, 11 ans, trop fine pour son âge, portait un vieux manteau en laine râpée, trop grand pour elle, trop court pour l'hiver. Elle tenait fermement contre sa poitrine un sac en toile déformé par le temps. Chaque pas semblait peser une tonne. Ses bottes trouées laissaient passer la neige fondue jusqu'à ses chaussettes. Son regard était celui d'une enfant qui avait vu trop de choses, trop tôt. Il n'y avait plus d'enfance dans ses gestes, que la résilience apprise dans la douleur. Depuis la mort de sa mère, Renée, emportée par une pneumonie non soignée 2 ans plus tôt, Lina s'était occupée seule de son petit frère Milo, 6 ans, doux et fragile, qui ne parlait presque plus. Leur père, Derek Cooper, ouvrier jadis fier de son travail chez Ford, avait sombré dans l'alcool puis disparu une nuit sans prévenir. Il vivait désormais dans une ancienne laverie abandonnée, au coin de la 7e avenue, entre 2 ruelles désertées. Le sol y était gelé, mais au moins, il y avait un toit. Lina avait organisé l'endroit avec ce qu'elle avait trouvé dans des bennes, un vieux matelas couvert de journaux, des rideaux accrochés pour créer une sorte de coin-nuit, et une caisse en bois servant de table. Chaque jour, elle partait en quête de quelques pièces. Elle nettoyait les vitrines de magasins, ramassait des canettes, aidait des anciens à porter leurs sacs de course. Elle refusait de mendier, par fierté. Sa mère lui avait toujours dit, « Tu n'es pas née pour supplier. Même sans rien, tu peux rester digne. » Mais aujourd'hui, c'était différent. Le vent était trop cruel. Les doigts de Lina étaient bleus. Milo avait pleuré toute la nuit à cause de la faim, et ce matin, il n'avait pas la force de se lever. Elle n'avait trouvé que 2 croûtes de pain dans une benne, à moitié gelée. Ses jambes la portèrent, presque mécaniquement, jusqu'au centre-ville, là où les riches circulaient encore, insensibles à ce qui se passait à quelques rues de leur confort. Elle s'arrêta devant un restaurant aux grandes baies vitrées lumineuses, le jardin de Détroit. Tout en marbre blanc et dorure. À l'intérieur, des hommes d'affaires et des femmes en tailleur riaient fort, trinquant à leur succès, coupant de leurs fourchettes en argent des viandes tendres, entourées de serveurs en gants blancs. Lina resta là un moment, les yeux perdus sur les plats qu'elle n'avait vus que dans les livres ou à la télévision. Son ventre criait. Ses mains tremblaient. Mais elle ne pleurait pas. Plus depuis longtemps. Soudain, la porte s'ouvrit. Un homme élégant sortit. Grand, manteau noir en cachemire, écharpe de soie grise, boîte à emporter à la main. Il jeta un coup d'œil à sa montre, pressée. Elle le fixa. Son cœur battait plus vite. Ses jambes hésitaient à avancer. Puis, presque à contre-cœur, elle fit un pas. Elle tendit un peu la main, les doigts bleuis, tremblants. Ses ongles étaient cassés, ses paumes calleuses comme celles d'un adulte qui travaille dur. Mais c'était encore une enfant. Elle ne leva même pas les yeux, comme si la honte pesait plus lourd que la faim. Sa voix, à peine un souffle, semblait déjà s'excuser d'exister. « Puis-je avoir vos restes, monsieur ?» L'homme s'arrêta net, comme si le temps lui avait soudain saisi le cœur. William Bradford venait de sortir du restaurant, une boîte à emporter dans une main, son téléphone dans l'autre. Il était concentré sur un message urgent concernant la signature finale d'un contrat stratégique à 8 chiffres. Dans sa tête bourdonnaient encore les chiffres, les noms de partenaires internationaux, les échéances fiscales. Rien dans sa journée ne laissait place à l'imprévu. Et pourtant, cette voix. Faible. Froissée. Brisée. Il releva les yeux, étonné. Ce n'était pas un adulte en quête d'une cigarette ou d'un billet. C'était une enfant. Une gamine, là, seule sous la neige.
Elle ne l'avait pas interpellé avec insistance, ni supplié. Elle n'avait pas hurlé ni pleuré. Elle avait simplement demandé, avec une humilité qui le dérouta. C'était cette retenue qui le transperça. William resta figé. Son regard se posa sur elle. Ses cheveux emmêlés tombaient en mèches rigides sur son front. Son visage était rougi par le froid, mais ce n'était pas des rougeurs saines, c'était la morsure de la rue. Son manteau, trop grand et usé jusqu'à la trame, pendait sur ses épaules comme une carapace trop lourde. Mais c'étaient ses yeux qui le frappèrent. De grands yeux sombres, profonds, qui contenaient à la fois la fatigue du monde et une étrange lueur. Une flamme qui refusait de s'éteindre. Il sentit sa gorge se nouer. Il aurait pu lui tendre la boîte. Un simple geste. Un peu de charité. Et reprendre son chemin, satisfait de son acte généreux. Mais quelque chose en lui l'en empêcha. Il sentit, au fond de lui, une voix, une mémoire, lui chuchoter, « Regarde-la vraiment. » Et il la regarda. Vraiment. Loin du chef d'entreprise triomphant, loin du millionnaire aux décisions rapides, William Bradford s'agenouilla doucement. Sur ce trottoir gelé, devant cette fillette inconnue. Le monde autour d'eux devint flou. Les bruits de la ville s'effacèrent. Il n'y avait plus que cette rencontre. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il, d'une voix douce. Elle hésita. Un instant, elle recula, méfiante. Mais il y avait dans sa voix quelque chose d'humain. De sincère. « Lina. Tu es seule, Lina ?»« Non. Mon petit frère m'attend. Il a faim. Il est dans une vieille laverie. À l'ouest. » Un silence. William sentit quelque chose se briser en lui. Il pensa à Emily, sa fille unique, qu'il n'avait pas su sauver. Il pensa aux promesses qu'il s'était faites et qu'il n'avait jamais tenues. Il aurait pu détourner les yeux. Mais cette fois, il ne le ferait pas. Il se redressa doucement, sans geste brusque, et rangea son téléphone dans sa poche. « Monte dans la voiture. On va chercher ton frère. » Lina le fixa, interdite. Elle n'avait pas compris. Elle avait attendu qu'il dise « Tiens » en lui tendant la boîte. Elle n'attendait pas un miracle. Elle n'y croyait plus. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Parce qu'aucun enfant ne devrait avoir à demander des restes. Ni aujourd'hui. Ni jamais. » Il se tourna vers sa voiture, une berline noire garée juste devant. Le chauffeur, surpris, ouvrit déjà la portière arrière. William fit un pas, puis se retourna. Il tendit la main. « Tu peux me faire confiance. Juste pour aujourd'hui. Et si tu veux descendre, tu pourras. Mais je te promets que je ne te veux aucun mal. » Lina hésita. Son regard courut un instant vers la boîte dans ses mains. Puis elle leva les yeux vers lui. Pour la première fois. Et dans ce regard, William sentit qu'il ne serait plus jamais le même homme. Elle tendit sa main, doucement. Et il la prit. Ils montèrent ensemble dans la voiture, sans un mot de plus. Mais tout avait déjà été dit. Ce soir-là, William ne rentra pas chez lui. Pas dans sa villa de Bloomfield Hills, ni dans son appartement vitré du 54e étage. Il avait quelque chose de plus urgent à faire que d'envoyer des courriels ou de répondre à des appels d'investisseurs. Ce soir-là, il ne voulait pas être William Bradford, PDG. Il voulait juste être un homme capable de réparer quelque chose. Même un peu. Il emmena Lina et Milo dans sa voiture, silencieusement. Il leur parla avec douceur, mais sans pitié, évitant les mots condescendants qu'ils avaient trop souvent entendus. Ils roulèrent jusqu'à l'hôtel Carlton, le plus prestigieux de Détroit, un lieu où les tapis sont plus épais que des couvertures et où les lustres ressemblent à des constellations. La réceptionniste, en voyant l'homme le plus puissant de l'État entrer avec 2 enfants sales et silencieux, ne posa aucune question. Il demanda une suite de 2 chambres avec salon et salle de bain marbrée. Quand l'ascenseur s'ouvrit au dernier étage, Lina s'agrippa instinctivement à la main de son petit frère. Ils entrèrent dans la suite. L'odeur chaude du bois ciré, les draps propres, les fauteuils moelleux, tout leur semblait irréel. Trop beau. Trop calme. Trop loin de la laverie glaciale. Sur la table basse, William fit poser un dîner complet. Du riz,
du saumon, des légumes vapeur, du pain frais, du lait chaud. Mais Lina hésita. Elle regarda le repas, puis William. Ses yeux étaient pleins de doute. « Pourquoi vous faites ça ?» chuchota T.L. Il s'assit sur un fauteuil, lentement. Il posa ses mains sur ses genoux, comme s'il voulait déposer un poids invisible. « Parce que, j'ai eu une fille. Elle s'appelait Emily. » Lina haussa à peine les sourcils. William continua. « Elle avait 16 ans. Belle. Intelligente. Mais je ne la voyais jamais. J'étais trop occupée à gagner de l'argent. Un jour, on m'a appelé pour m'annoncer qu'on l'avait retrouvée dans un squat. Une overdose. J'étais à Tokyo, en réunion. Je suis rentrée trop tard. Silence. Depuis, j'ai construit des tours. Des avions. Des systèmes intelligents. Mais je n'ai jamais rien pu reconstruire de plus précieux que ma fille. Alors quand tu m'as regardé tout à l'heure, j'ai vu quelque chose. Une seconde chance. Un appel. Quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. » Lina ne répondit pas. Mais elle prit Milo par la main et l'amena vers la table. Ils mangèrent. Lentement, prudemment, comme s'ils avaient peur qu'un rêve s'effondre s'ils en profitaient trop. Cette nuit-là, William resta dans le salon, sur le canapé. Il n'avait pas dormi aussi paisiblement depuis des années. Le lendemain matin, à 8 heures précises, il était déjà dans le bureau de maître Olivia Cohen, une avocate réputée en droit de la famille. « Je veux la garde temporaire de Lina et Milo Cooper », déclara-t-il d'une voix ferme. « Je sais que c'est complexe. Je sais que les services sociaux sont surchargés. Mais je ne veux pas attendre que le système les broie. Je veux m'en occuper maintenant. Monsieur Bradford, ce n'est pas aussi simple. Il faut des dossiers. Des enquêtes. Une évaluation psychologique. Et les enfants ont peut-être des proches. Il n'y a personne. Leur père est porté disparu depuis plus d'1 an. Leur mère est morte. Et s'ils retournent dans la rue, ils n'y survivront pas. Je ne veux pas leur offrir une nuit d'hôtel. Je veux leur offrir une vie. » Maître Cohen le regarda longuement. Elle n'avait jamais vu cet homme, réputé froid et impitoyable dans les affaires, parler avec une telle intensité. « Très bien. On va commencer les démarches. Mais vous allez devoir vous exposer. Il faudra être prêt. » Il acquiesça. Quelques jours plus tard, les médias apprirent la nouvelle. Le scoop fit la une des journaux locaux, puis nationaux. William Bradford recueille 2 enfants sans abri. Certains y virent un geste magnifique. D'autres crièrent au coup de communication cynique, à une opération de blanchiment d'image. Des journalistes campèrent devant l'hôtel Carlton. Des débats éclatèrent à la télévision. Les riches peuvent-ils adopter des pauvres? Est-ce un sauvetage ou une ingérence? Mais William ne répondit à aucune attaque. Il travailla en silence. Et bientôt, il annonça la création de la Fondation Emily, du nom de sa fille disparue. Objectif, retrouver les enfants invisibles. Ceux qui ne sont enregistrés nulle part. Qui ne fréquentent pas l'école. Qui dorment sous des ponts, dans des stations de lavage, ou dans des voitures abandonnées. Des enfants que le système ignore car ils ne rentrent dans aucune case. Quelques mois plus tard, lors du lancement officiel de la fondation, William invita Lina à s'exprimer. Elle refusa d'abord. Puis, doucement, elle accepta. Le jour venu, elle portait une petite robe bleue achetée pour l'occasion. Elle montait sur scène pour la première fois de sa vie. Face à elle, des centaines de visages. Des caméras. Des projecteurs. Elle plissa les yeux, intimidée. Puis elle respira profondément. Et parla. « Je n'ai jamais voulu qu'on me donne une maison. Je ne voulais pas de luxe. Je ne voulais pas de pitié. Je voulais juste qu'on me voie. » Elle marqua une pause. La salle retint son souffle. Ce jour-là, j'ai demandé des restes. Et cet homme m'a regardé. Il m'a vu. C'est tout ce que je voulais. Et c'est ce qui a changé ma vie. Un silence bouleversant suivit. Puis les applaudissements. Lents. Profonds. Pas des bravos de gala. Des applaudissements sincères, venus du cœur.
10 ans plus tard. Lina Cooper a 21 ans. Son visage a gardé les traits de l'enfance, mais son regard est devenu encore plus profond. Elle est élancée, ses cheveux noirs relevés en chignon flou, et elle porte toujours, à son cou, une fine chaîne avec une petite clé en argent, la clé symbolique de l'ancienne laverie où elle a grandi. Son passé ne la définit pas, mais elle le garde près du cœur. Étudiante en dernière année de droit à l'Université du Michigan, elle se spécialise dans les droits des enfants et les politiques sociales. Passionnée, brillante et respectée, elle est déjà connue dans les cercles engagés pour sa voix ferme mais posée. Dans les amphithéâtres, lorsqu'elle prend la parole, le silence se fait naturellement. Elle ne parle pas en tant que victime. Elle parle en témoin. En survivante. En bâtisseuse. Elle vit toujours avec William Bradford, qu'elle appelle affectueusement « Papy Will ». Le mot « grand-père » était venu naturellement un jour, quand elle avait 13 ans, après une dispute pour une histoire de chaussures trop chères. Elle l'avait regardé et avait dit : « Tu n'es pas mon père. Tu es mieux que ça. Tu es Papy Will. » Et c'est resté. Milo a maintenant 17 ans. C'est un adolescent doux, calme, à l'humour tendre et au regard rêveur. Il dessine à toute heure. Des maisons, des foyers, des ponts, des écoles. Chaque croquis est pensé pour accueillir la dignité, pas juste des corps. Il ne veut pas construire des murs, mais des refuges. Il veut devenir architecte communautaire, avec l'idée folle de reconstruire Détroit, une rue après l'autre. Dans sa chambre, les murs sont couverts de plans et de maquettes. Il appelle ses projets « les forteresses du cœur ». Lina lui a promis de l'aider à défendre ses projets juridiquement. Ils sont un duo, elle construit les lois, il construit les lieux. William Bradford, quant à lui, a tout quitté. Plus de limousines. Plus de bureaux. Plus de grands dîners. Il vit avec eux dans une petite maison modeste à Ann Arbor, à 2 pas de l'université, entourée d'arbres et de livres. Il cultive des tomates sur le balcon, lit beaucoup de poésie et répond encore à quelques courriels, quand il en a envie. Il a cédé sa place à la tête de la Fondation Emily, désormais dirigée par une équipe de terrain. Mais il reste l'âme du projet. Il n'a plus besoin de briller. Il a trouvé ce qu'il cherchait depuis la mort de sa fille, le sens. Un jour d'automne, un jeune journaliste vient l'interviewer. C'est pour un documentaire sur l'impact des philanthropes dans les quartiers oubliés. Il s'attend à rencontrer un homme d'affaires orgueilleux, un milliardaire mis en retraite dorée. Mais il découvre un vieil homme en pull trop large, buvant du thé dans une cuisine simple, une guitare poussiéreuse dans un coin et 2 photos encadrées, Emily et Lina, côte à côte. Le journaliste hésite, puis pose la question. « Monsieur Bradford, pourquoi avoir tout changé pour 2 enfants que vous ne connaissiez même pas ?» William relève les yeux. Il sourit. Pas un sourire de façade, mais un sourire doux, usé, rempli de souvenirs. Parce que ma richesse n'avait aucun sens, jusqu'à ce que Lina me demande mes restes. Il marque une pause, le regard perdu un instant dans la vapeur de son thé. Ce jour-là, elle n'a pas demandé un billet, ni une faveur. Elle m'a demandé d'exister pour elle. Et en la regardant, j'ai su que c'était moi qui n'existais pas vraiment jusqu'à ce moment-là. À l'entrée de chaque foyer Emily, on peut lire une plaque de métal, sobre, vissée sur les murs en briques rénovées. Des foyers qui se dressent désormais à Chicago, Détroit, Atlanta, Baltimore, New York, Houston, dans les interstices oubliés de l'Amérique urbaine. Sur chaque plaque est gravée une phrase simple. Ce que vous jetez peut être le trésor de quelqu'un. En dessous, une citation signée Lina Cooper, devenue symbole d'une génération qu'on avait voulu ignorer. On m'a offert des restes. J'ai construit ma vie avec. Ces mots sont devenus une bannière. Une devise. Une vérité qu'on enseigne aux bénévoles, qu'on répète dans les forums sociaux, qu'on affiche dans les salles de classe. Parfois, des enfants s'arrêtent devant ces foyers. Ils lisent. Ils ne comprennent pas tout. Mais ils sentent quelque chose. Et parfois, Lina y revient, seule, poser une main sur la plaque. Elle se souvient. Et remercie silencieusement cette petite fille qu'elle était, d'avoir osé lever la main ce jour-là. 10 ans plus tard. Lina Cooper a 21 ans.
Son visage a gardé les traits de l'enfance, mais son regard est devenu encore plus profond. Elle est élancée, ses cheveux noirs relevés en chignon flou, et elle porte toujours, à son cou, une fine chaîne avec une petite clé en argent, la clé symbolique de l'ancienne laverie où elle a grandi. Son passé ne la définit pas, mais elle le garde près du cœur. Étudiante en dernière année de droit à l'Université du Michigan, elle se spécialise dans les droits des enfants et les politiques sociales. Passionnée, brillante et respectée, elle est déjà connue dans les cercles engagés pour sa voix ferme mais posée. Dans les amphithéâtres, lorsqu'elle prend la parole, le silence se fait naturellement. Elle ne parle pas en tant que victime. Elle parle en témoin. En survivante. En bâtisseuse. Elle vit toujours avec William Bradford, qu'elle appelle affectueusement « Papy Will ». Le mot « grand-père » était venu naturellement un jour, quand elle avait 13 ans, après une dispute pour une histoire de chaussures trop chères. Elle l'avait regardé et avait dit « Tu n'es pas mon père. Tu es mieux que ça. Tu es Papy Will. » Et c'est resté. Milo a maintenant 17 ans. C'est un adolescent doux, calme, à l'humour tendre et au regard rêveur. Il dessine à toute heure. Des maisons, des foyers, des ponts, des écoles. Chaque croquis est pensé pour accueillir la dignité, pas juste des corps. Il ne veut pas construire des murs, mais des refuges. Il veut devenir architecte communautaire, avec l'idée folle de reconstruire Détroit, une rue après l'autre. Dans sa chambre, les murs sont couverts de plans et de maquettes. Il appelle ses projets « les forteresses du cœur ». Lina lui a promis de l'aider à défendre ses projets juridiquement. Ils sont un duo, elle construit les lois, il construit les lieux. William Bradford, quant à lui, a tout quitté. Plus de limousines. Plus de bureaux. Plus de grands dîners. Il vit avec eux dans une petite maison modeste à Ann Arbor, à 2 pas de l'université, entourée d'arbres et de livres. Il cultive des tomates sur le balcon, lit beaucoup de poésie et répond encore à quelques courriels, quand il en a envie. Il a cédé sa place à la tête de la Fondation Emily, désormais dirigée par une équipe de terrain. Mais il reste l'âme du projet. Il n'a plus besoin de briller. Il a trouvé ce qu'il cherchait depuis la mort de sa fille, le sens. Un jour d'automne, un jeune journaliste vient l'interviewer. C'est pour un documentaire sur l'impact des philanthropes dans les quartiers oubliés. Il s'attend à rencontrer un homme d'affaires orgueilleux, un milliardaire mis en retraite dorée. Mais il découvre un vieil homme en pull trop large, buvant du thé dans une cuisine simple, une guitare poussiéreuse dans un coin et 2 photos encadrées, Emily et Lina, côte à côte. Le journaliste hésite, puis pose la question. « Monsieur Bradford, pourquoi avoir tout changé pour 2 enfants que vous ne connaissiez même pas ?» William relève les yeux. Il sourit. Pas un sourire de façade, mais un sourire doux, usé, rempli de souvenirs. Parce que ma richesse n'avait aucun sens, jusqu'à ce que Lina me demande mes restes. Il marque une pause, le regard perdu un instant dans la vapeur de son thé. Ce jour-là, elle n'a pas demandé un billet, ni une faveur. Elle m'a demandé d'exister pour elle. Et en la regardant, j'ai su que c'était moi qui n'existais pas vraiment jusqu'à ce moment-là. À l'entrée de chaque foyer Emily, on peut lire une plaque de métal, sobre, vissée sur les murs en briques rénovées. Des foyers qui se dressent désormais à Chicago, Détroit, Atlanta, Baltimore, New York, Houston, dans les interstices oubliés de l'Amérique urbaine. Sur chaque plaque est gravée une phrase simple. Ce que vous jetez peut être le trésor de quelqu'un. En dessous, une citation signée Lina Cooper, devenue symbole d'une génération qu'on avait voulu ignorer. On m'a offert des restes. J'ai construit ma vie avec. Ces mots sont devenus une bannière. Une devise. Une vérité qu'on enseigne aux bénévoles, qu'on répète dans les forums sociaux, qu'on affiche dans les salles de classe. Parfois, des enfants s'arrêtent devant ces foyers. Ils lisent. Ils ne comprennent pas tout. Mais ils sentent quelque chose. Et parfois, Lina y revient, seule, poser une main sur la plaque. Elle se souvient. Et remercie silencieusement cette petite fille qu'elle était, d'avoir osé lever la main ce jour-là.